Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des profils de sécurité IPS et du Inbound Deep Inspection. Donc, dans les dernières vidéos, on avait vu une vidéo complète sur le Deep Inspection avec le profil de sécurité antivirus, qui était principalement utilisé pour le trafic nord-sud, donc le trafic de nos usagers vers Internet. On veut tout inspecter. Ici, spécifiquement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est on veut faire l'inverse. Donc, on veut protéger un serveur qui serait à l'interne et qui est exposé à l'Internet. Donc, quand nos usagers viennent se connecter à un de nos serveurs à l'interne, on veut faire du Deep Inspection sur cette connexion-là aussi. C'est ça qu'on appelle le Inbound Deep Inspection. Et on va utiliser beaucoup les signatures IPS pour protéger ce serveur-là. Donc, les signatures IPS, c'est quoi? On va en parler. Dans nos signatures IPS, ce que c'est que vous avez probablement déjà entendu des CVE. Comme à chaque jour, littéralement, on a des CVE, des vulnérabilités qui sont découvertes sur différents systèmes. IPS, l'objectif d'une signature IPS, c'est de détecter le pattern d'exploitation d'une vulnérabilité au niveau réseau et d'être capable de la bloquer. Donc, on voit, par exemple, si on regarde la 3CX Desktop Application, on a le numéro de CVE qui est associé à cette signature IPS-là. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle va bloquer ce exploit-là. Donc, IPS, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas des virus. C'est différent que le profil de sécurité antivirus. C'est pas des signatures de virus. C'est vraiment des signatures là, de vulnérabilité puis d'exploitation de toutes sortes de systèmes. Catégoriquement, c'est catégorisé par système d'opération. On en a pour Windows, Linux, macOS, d'autres systèmes d'opération. On en a aussi pour serveur ou client. Aujourd'hui, on va parler plus niveau serveur. Je vous montre ma règle. Moi, j'ai un Forti Authenticator qui est un serveur de Fortinet pour mes identités et je l'accède de l'extérieur. J'ai un service de self-serve et c'est mon portail que j'utilise pour démontrer comment le configurer. J'autorise ma machine virtuelle dans Azure pour faire mes tests, qui est autorisé. Et la première étape, c'est qu'il faut aller créer un serveur virtuel qu'on appelle un virtual server. Puis ce qui va arriver, c'est que ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va dire au FortiGate, quand un client veut se connecter à mon serveur, c'est le FortiGate, qui va présenter un certificat. C'est toi qui vas terminer la connexion avec le client. Puis une fois que cette connexion-là est établie, par en arrière, le FortiGate va venir réétablir une autre session avec le serveur. Donc, il y a 2 sessions d'établies avec le FortiGate et c'est ça qui permet de faire le Deep Inspection. Donc, on va tout de suite y aller dans la configuration du serveur virtuel. Je vais vous montrer comment j'ai configuré le mien. On choisit notre protocole. Moi, c'est HTTPS, interface WAN1. Mon IP, j'ai mis 00 parce que je n'ai pas une adresse IP fixe, donc elle pourrait changer à n'importe quel moment. Mon port 443. Le load balancing, ça, je le laisse à statique parce que le serveur virtuel nous permettrait de faire du load balancing. Si on avait plusieurs serveurs, on pourrait faire du load balance avec un health check qui va surveiller si nos serveurs sont up ou down. Mais dans mon cas, j'ai juste un serveur. Je n'ai pas besoin de faire de load balancing. Donc, je le laisse à statique. Le SSL offloading, ça ici, c'est important de comprendre c'est quoi. Ça, c'est le paramètre qui détermine comment le FortiGate va se connecter à notre back-end serveur. Si on choisit client FortiGate, ça veut dire que le FortiGate va essayer de se connecter en HTTP seulement, port 80. Donc, il n'essaiera pas de se connecter de façon encryptée à notre serveur. Je ne le recommande pas, sauf si c'est vraiment un vieux serveur legacy qui ne supporte pas d'encryption, puis il pourrait seulement faire du HTTP. On mettrait ça. Sinon, moi, je préfère mettre full. Ça veut dire que le FortiGate va essayer de faire de l'encryption, de se connecter en HTTPS à mon back-end server. Pour que ça fonctionne, il faut que mon back-end server, évidemment, que je lui ai créé un
un certificat serveur qui a été signé par un certificat racine de confiance dans le FortiGate. Donc, il faut que le FortiGate fasse confiance au certificat racine que j'ai utilisé pour protéger mon serveur dans le back-end. Donc, moi, dans mon cas, si je regarde ici, mon FortiAuthenticator, c'est qui? C'est mon IAM root. C'est lui-même, en fait. C'est mon FortiAuthenticator qui est mon serveur de mon PKI. Donc, c'est lui qui a signé le certificat serveur. Donc, il faut absolument que mon FortiGate fasse confiance à cette autorité de certificat racine. Si je viens ici, dans ma liste, on voit qu'il est là. J'ai importé mon root CA, pardonnez le switch entre l'anglais et le français. Je lui ai fait confiance. J'ai dit au FortiGate, tu peux lui faire confiance. Donc, il n'y aura pas d'erreur de certificat quand mon FortiGate va essayer de se connecter à mon FortiAuthenticator en HTTPS. Ensuite, si on retourne dans le Virtual Server, Certificate. Là, c'est là que j'ai créé c'est là que je dois créer le certificat que le FortiGate va utiliser pour présenter à mes clients de l'extérieur qui veulent se connecter. Donc, c'est parce que c'est le FortiGate qui initie, dans le fond, la connexion initiale. Donc, j'ai généré un nouveau, c'est un certificat serveur, comme on générerait n'importe quel certificat pour protéger un serveur. Je l'ai généré, je l'ai importé dans mon FortiGate. On a déjà vu dans d'autres vidéos comment faire. Et puis là, je le sélectionne ici. Ensuite, c'est là qu'on configure le vrai serveur. Ça, c'est l'adresse IP de mon FortiAuthenticator dans le back-end. Je le mets en mode actif. Ça, c'est encore une fois, c'est relié au load balancing, mais on n'a pas à s'en préoccuper. On le laisse en mode actif. Vu qu'il n'y a pas de load balancing, ça ne change absolument rien. Il ne faut pas le désactiver là, parce que là, ça ne marcherait pas. Ou le mettre en stand-by non plus. On le laisse en actif. Donc, c'est tout pour le serveur virtuel. Une fois que le serveur virtuel est fait, là, on va aller configurer notre profil IPS. Avant même le IPS, on va configurer le Deep Inspection Inbound. Donc, j'ai configuré ça ici, IPS FAC. Non, en fait, c'est ici, mon SSL FAC. Donc, si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, on avait configuré le Deep Inspection quand nos usagers se connectent à l'Internet, à multiple servers. Là, ici, c'est l'inverse. On va choisir Protecting SSL Server. Puis, on choisit, c'est là qu'on va mettre le même certificat qu'on a vu dans le Virtual Server. Donc, le Server Certificate, c'est le ProdFac Reverse Deep 01, lui que j'ai créé. On le met ici. Ça, encore une fois, c'est le certificat que le FortiGate va présenter aux clients qui se connectent de l'Internet au FortiGate. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à modifier. Ensuite, là, on va aller configurer notre profil IPS. IPS FAC. Ce que je fais, quand on crée un profil IPS, moi, j'aime bien filtrer mes signatures parce que comme vous l'avez vu, des signatures, il y en a de toutes les sortes pour tous les systèmes d'opération puis différents protocoles. Moi, j'aime réduire. Je veux qu'il y ait le nombre de signatures le moins que possible pour optimiser ma mémoire. Parce que si je fais juste créer un profil générique de signature IPS, ça va en prendre, je pense qu'il y en a 18 000 peut-être au total. Donc, ça va prendre les 18 000 signatures, ça va les mettre dans ma RAM, ça va remplir ma RAM. Moi, j'aime ça réduire au maximum pour optimiser ma mémoire. Donc, je vais venir créer des filtres de signature IPS. Dans mes filtres, je mets serveur parce que ici, on protège un serveur. Donc, je veux juste appliquer des signatures IPS qui touchent un serveur. Client, ce sera pour un autre scénario, mais ici, c'est serveur. Après ça, j'y vais par protocole. Je sais que moi, c'est juste du HTTP qui est utilisé comme protocole. Donc, je veux juste analyser les signatures HTTP. Et j'y vais par système d'opération. Donc, Linux, moi, c'est du Linux. Ce serveur-là, je vais filtrer. Je veux juste les signatures Linux. Il y a d'autres filtres qui existent que vous pouvez vous amuser avec.
Mais moi, je le mets comme ça, puis ça réduit. Là, j'ai juste 4900 signatures qui sont inspectées. Donc, ça optimise comme ça. Le statut, je le mets par défaut. Par défaut, ça veut dire il va prendre l'action, les paramètres par défaut que Fortinet ont programmés dans la signature. Packet logging, je l'active pour avoir les logs. Et mais en fait, correction ici, c'est l'action qui est par défaut. L'action ici qui prend les actions par défaut. Et le statut par défaut aussi, c'est est-ce que la signature est active ou désactivée? Est-ce qu'elle sera analysée ou pas? Je le laisse par défaut, mais par défaut, sont pratiquement toutes activées. Donc, c'est comme ça que je crée mon profil. Là, si on va dans ma règle, c'est là qu'on met tous ces morceaux-là ensemble. Donc, de WAN à mon VLAN. Ensuite, dans ma destination, je choisis mon serveur virtuel, mon protocole HTTPS. Et la règle, il faut la mettre en proxy base, étant donné qu'on fait, comme je vous expliquais au début, là, il y a 2 sessions qui vont être créées. Il y a une session qui termine au FortiGate de l'extérieur, puis après ça, le FortiGate, il va repartir à une autre session vers le back-end server. Ça doit être en proxy pour que ça fonctionne. Ensuite, je choisis mon profil d'inspection que j'ai créé, SSL FAC, mon profil IPS qu'on vient de créer, et ça, je vais vous le montrer aussi, c'est le FortiGate, il peut faire il y a quelques signatures de Web Application Firewall. Je l'ai mis là quand même, mais je recommande pas nécessairement de l'utiliser parce que la façon que ça fonctionne, c'est que si vous voulez protéger si vous avez une application web qui est très importante à protéger, c'est mieux de prendre un full WAF, donc un Web Application Firewall complet, comme par exemple le FortiWeb. Fortinet font un Web Application Firewall complet qui va être extrêmement plus puissant que ce qu'on a ici avec nos petites signatures. Puis, donc, ça, c'est ce que je recommande pour protéger un Web Application Firewall. Mais quand même, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le budget, peu importe quelle raison, on peut quand même prendre ces petites signatures-là de base. Je vais vous montrer comment je l'ai configuré. Je me suis créé un profil ici. Puis c'est pas grand-chose que ça va faire, mais ça va quand même bloquer quelques OWASP, là, des vulnérabilités d'application. Donc, du SQL injection, des attaques génériques. On voit que c'est pas grand-chose, mais je les ai toutes mis à bloc. Puis la particularité, c'est que le FortiGate, c'est pas un WAF, c'est pas un Web Application Firewall. Donc, la façon que les mises à jour fonctionnent pour le profil WAF, c'est qu'ils ne seront jamais mis à jour, sauf quand on fait une mise à jour de firmware. Donc, les mises à jour de ces signatures-là de WAF correspondent à la version du firmware que vous avez. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mise à jour en temps réel. C'est pas comme les IPS que vous recevez des mises à jour à chaque heure, tout dépendant comment on le confirme, mais le IPS, lui, c'est mis à jour en temps réel dans le FortiGate, mais pas les signatures Web Application Firewall. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas une méthode. Je me fierais pas là-dessus pour protéger une application web définitivement. Là. Donc, voilà, j'ai fait mon petit disclaimer. Je l'ai mis en place quand même pour le tester. Une fois que ma règle est faite, on va aller voir ce que ça donne. Là, j'arrive dans ma machine virtuelle dans Azure. J'ouvre ma page. Là, je me connecte à mon Forti Authenticator. Je suis sur ma page d'authentification. Ici, ce que je vais faire une injection SQL. J'ai juste pris des commandes SQL classiques pour faire une petite attaque. Je la mets dans mon username. Voilà. Web Application Firewall. Donc là,
mon SQL injection, il a été bloqué par le profil de sécurité ici, du WAF. J'ai fait aussi des tests. Si je le désactive, on va le désactiver. Le IPS aussi va... Il y a comme un overlap là, mais de ce que je me rends compte, mais le IPS va vraiment aussi... Il va bloquer les injections, les SQL injections, les injections. Donc, les deux vont le faire. Puis, on voit ce message d'erreur-là. Ça, c'est seulement possible parce qu'on a mis le Deep Inspection. Puis, si on regarde d'ailleurs, pour valider que notre certificat il est bien correct, là, j'affiche le certificat du Forti Authenticator qui m'est présenté de l'extérieur. Si je regarde mon numéro de série ici du certificat, je vois qu'il finit par C2F2. C2F2, si je vais dans mon FortiGate, c'est lui que j'utilise, ProdFac, C2F2. Donc, c'est vraiment, là, je viens confirmer que c'est vraiment ce certificat-là qui a été utilisé. Et ce n'est pas lui qui était dans le back-end. C'est pas le certificat qui est dans mon back-end serveur, dans mon back-end Forti Authenticator. Donc, c'est là où vous voyez clairement la différence. Si on va voir dans nos logs, on peut voir ce qu'on a fait. Je vais y aller en mémoire. On va regarder le Intrusion Prevention. On le voit clairement. On a un HTTP URI SQL injection, une injection SQL. Puis c'est le fun parce que Fortinet nous donne des petites références pour nous expliquer un peu c'est quoi. Donc, c'est ici qu'on le voit pour le IPS. Et si je vais dans le Web Application Firewall, je devrais l'avoir aussi. Il l'a détecté aussi en tant que SQL injection. Donc, encore une fois, toujours quand on parle de Deep Inspection, il faut surveiller le coût en performance sur notre processeur et notre mémoire. Ça demande plus de performance à un firewall de faire du Deep Inspection. Donc, surveillez la mémoire quand vous le mettez en place. Et puis, vous allez être en affaires si vous checkez ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn pour avoir toutes les mises à jour de mes futures vidéos.